musicien de Cahors d'origine. Et je suis encore pour quelques semaines, à cause d'une rotation obligatoire de la commission tous les 6 ans, en charge. Tout le monde m'entend? Oui. Tout le monde m'entend? Donc, en charge de la politique spatiale, de la défense et d'un des deux programmes spatiaux au niveau européen, qui est le programme Copernicus, qui va être l'objet de la présentation ce soir. Il y a un autre programme qui est aussi connu, qui s'appelle Galileo, qui est le programme européen qui vise à être le GPS européen. En fait, au niveau européen, il y a 3 programmes industriels. Le troisième étant ITER, qui est un programme qui a été développé non seulement par l'Europe, mais aussi avec des partenaires internationaux, et qui est le programme qui vise à développer la fusion nucléaire. Donc, c'est extrêmement... ce que je vais vous présenter, ce sont une activité, et c'est pour ça que j'ai choisi, qui est extrêmement particulière au niveau européen, parce qu'on n'édicte pas des normes, on n'édicte pas des directives. Évidemment, il y a des textes de base législative, mais c'est un programme à visée industrielle. Donc, je vais commencer par la genèse. Nous avons fêté, il n'y a pas longtemps, les 20 ans du programme. La genèse, c'est en 98. Alors, en 98, c'est là, vous voyez ici, j'ai mis quelques photos. C'est évidemment la Coupe du Monde. C'est Chirac qui... a comme Premier ministre Lionel Jospin, c'est aussi la mort de Tabarly, et c'est la sortie du film Titanic. C'est à une époque, pourquoi je mets tout cela? Parce que c'est à une époque où l'espace n'est pas encore dans les compétences de l'Union européenne. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est une étape fondamentale en 98, puisque l'Europe compte 15 États, et à partir de ces années-là, l'Europe va commencer à s'élargir. Surtout en 98, le 1er mai, le Conseil prend une décision importante, c'est de doter les 11 pays qui ont des critères en commun de l'euro. C'est aussi sur la scène mondiale, simplement pour vous mettre les choses en perspective. Bon, il y a Pol Pot qui est mort, Pinochet qui est arrêté, mais surtout, c'est encore en 1998 que l'on signe les accords du Vendredi Saint entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, les fameux accords du Vendredi Saint qui vont faire vraisemblablement exploser l'accord sur le retrait du Brexit dans quelques semaines. Par contre, c'est encore une époque où l'Europe a un dynamisme inventif que, dans une façon, certains peuvent dire qu'elle a perdu, et c'est une Europe qui est différente de celle que l'on connaît, parce que le pays où il y a le chômage endémique le plus important, c'est l'Allemagne, et tout le monde présente l'Allemagne à cette époque-là comme l'homme malade de l'Europe. Mais c'est aussi l'époque du traité d'Amsterdam, et c'est la première fois que l'environnement va rentrer comme politique communautaire, ainsi que la notion de changement climatique. Alors pourquoi ceci est important? C'est que quand on met en place une nouvelle politique, au-delà de tout ce qui est réglementaire, législation, normes, standards, dans un domaine comme l'environnement ou dans le changement climatique, on va avoir
besoin de nouveaux outils. Et là, il va y avoir, si vous voulez, dans ces années 98, les premiers outils, entre guillemets, spatiaux pour vérifier l'environnement et pas encore le changement climatique. Mais il faut voir que sur les 83 satellites lancés cette année-là, il n'y en a que 3 qui sont liés à l'observation de la Terre. Pour une raison très simple, c'est le boom des télécommunications. Alors qu'à l'heure actuelle, la grande crise en matière de satellites, c'est justement les télécommunications. Pourquoi? Parce qu'ils ont été complètement détrônés par les réseaux de fibres optiques, les nouveaux lasers en particulier qui sont utilisés pour les câbles sous-marins et surtout par Internet. Donc c'est encore l'espace, le seul, si on met en catégorie l'espace, à part le militaire, à part l'espace scientifique, l'exploration, le seul espace commercial, ce sont les télécoms. C'est aussi d'ailleurs l'année de naissance de Google, et c'est le premier Apple avec le fameux Hello Again de Steve Jobs. La France, avec les États-Unis, va lancer un satellite qui s'appelle GFO. Vous avez sûrement entendu parler à l'époque de l'instrument qui avait été fait par le CNES, qui s'appelait Topex Poseidon, qui est en fait un instrument de l'altimétrie, c'est-à-dire qui vise à calculer, parce que c'est encore par voie de calcul, le niveau des océans, et qui est le premier du genre. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que nous sommes à Toulouse, et c'est la société Thales qui va devenir plus tard Thales Alenia Space, où les principaux instruments d'altimétrie sont faits, et la véritable compétence d'ailleurs européenne est toujours là. Alors, of European experts gathered in Baveno, Italy. Donc, dans cette année 98, on décide, au niveau européen, de lancer un programme qui va être un programme de gestion et de contrôle de l'environnement, et plus tard de la sécurité. Et c'est un programme qui est révolutionnaire sur pas mal de points. C'est aussi à ce moment-là que, en termes uniquement optiques, vous avez les premières générations des satellites SPOT, enfin pas les premières générations, mais les satellites SPOT 4 qui mettent en place une nouvelle technologie, mais c'est surtout évidemment à visée militaire et pour la plupart du temps topographique. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, vient de lancer un DISAT, qui va d'ailleurs tomber en panne quelques années plus tard, qui tourne encore, et on espère que, puisqu'on a perdu le contrôle, il tombera dans les 2/3 de la planète qui sont couvertes d'eau. Mais c'est encore comme, par exemple, l'agence américaine, la NOAA et la NASA, le paradigme est que les satellites d'observation, ce sont des grandes plateformes sur lesquelles vous avez réuni tous les instruments qu'il vous faut pour observer la Terre. Une fois que vous l'avez lancé, vous n'allez pas le faire redescendre quand vous voulez rajouter un instrument supplémentaire. Quand il y a un instrument qui tombe en panne, il tombe en panne parce qu'il n'y a pas de station de réparation en orbite. Et en plus, certains instruments sont incompatibles entre eux, ce qui fait que ça limite le nombre d'instruments que vous pouvez lancer. Enfin, par définition, comme c'est une seule plateforme, le satellite il a une seule orbite. Or, suivant les observations que vous voulez faire, vous devez pouvoir choisir les orbites et le taux de revisite, je vous expliquerai ça tout à l'heure, de manière à ce que le satellite
passe au bon moment là où vous voulez avoir l'information. Évidemment, si c'est un autobus avec tous les différents instruments, vous choisissez une orbite moyenne et puis vous vous accommodez. Alors, la vidéo, je m'excuse, elle est en anglais que je vais vous montrer. C'est parce que le manifeste qui a lancé Copernicus a été fait dans la ville de Baveno, qui est sur le lac Majeur. Et là, on a eu comme point de départ qu'au lieu de lancer un satellite énorme en matière d'observation de la Terre, on allait avoir toute une famille de satellites, chacun ayant des orbites différentes, chacun ayant des taux de revisite, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il passe au-dessus du même point, et surtout, avec à chaque fois 3 ou 4 satellites récurrents dans une catégorie, de manière à ce que vous puissiez avoir une amélioration incrémentielle de certains satellites. Donc, voilà la vidéo qui avait été faite pour les satellites, pour les 20 ans de Baveno, qui ont été célébrés au mois de juin. European experts gathered in Baveno, Italy. They drafted and signed the Baveno Manifesto, which resulted in a European Union endeavour now known as the Copernicus Programme. 20 years later, Copernicus is recognised as the world's most ambitious and successful Earth observation initiative. Back then, the European Commission, the European Space Agency, EU MEDSAT, and representatives from the French, German, British and Italian space agencies decided to engage in the development of a unified Earth observation programme under the name of Global Monitoring for Environmental Security, or GMES. GMES was initially designed as a tool to support policymakers in need of environmental data. The concept of security in GMES evolved to encompass crisis management and response in the wake of disasters, observation and protection of ecosystems, monitoring of borders, defense against different types of threats, such as piracy. GMES thus became global monitoring for environment and security. In 2003, intensive R&D activities were launched by the European Commission, paving the way for the definition and implementation of operational services. In parallel, ESA started developing the dedicated GMES space component, a family of Copernicus Earth observation satellites called the Sentinels, and launched the GMES Service Elements project to investigate new use cases. 3 years later, in 2006, the European Commission established the GMES Bureau. The objective was to set up a management structure to oversee the development of the GMES space component and to progressively roll out the services, with land monitoring and emergency management as precursors. Legislation was adopted in 2008, under which the European Commission would provide the overall coordination of GMES. A dedicated budget was then approved under the 2014-2020 Multi-Annual Financial Framework. The programme, after being renamed Copernicus in 2011, transitioned from a pre-operational phase to its initial operations. Copernicus finally reached full operational status as Sentinel satellites were launched starting in 2014 and services reached operational maturity. Today, the programme relies on 7 Sentinel satellites in orbit of 4 different models, on contributing missions and on in-situ data, and includes 6 operational service lines, altogether serving hundreds of thousands of users worldwide. The availability of Copernicus data is also guaranteed until 2030, while the European Commission is requesting an increased budget for the 2021-2027 Multi-Annual Financial Framework. Thanks to this unique European success story, environmental management, climate action, disaster management, and sustainable development or agriculture, just to mention a few areas, can rely on hundreds of petabytes of free and open, timely and actionable information, while jobs are created and European industry grows further.
c'était un élément promotionnel, si vous voulez, ça vous a donné une image de ce que va être Copernicus. Alors, d'abord, pour faire simple, il faut savoir que l'élément politique de départ a été Kyoto. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on s'est aperçu que la planète était malade et qu'il fallait avoir des instruments qui allaient bien au-delà de ce que l'on pouvait avoir in situ. Et deuxièmement, il fallait pouvoir avoir des instruments qui aident aux décisions en matière politique. Ici, vous avez l'échelle de temps qui commence en 89. La décision a été prise en 99. Et puis en 2014, moi je suis arrivé en 2013 au moment où le programme est devenu opérationnel. Jusqu'en 2007 à 2011, c'était un programme qui était pré-opérationnel et qui était déjà un programme en test, mais où il n'y avait aucun satellite qui était lancé. C'est-à-dire que les services qui étaient les services de Copernicus, c'est-à-dire les services d'analyse des données, ont d'abord été testés sur des données qui venaient de satellites existants. Et nous allons, ce qui va m'amener dans la structure de Copernicus, qui est en fait un système basé sur, premièrement, deux paradigmes qui n'existaient pas avant. J'en ai évoqué un, c'est-à-dire le fait qu'il faut avoir une multitude de satellites avec des orbites différentes de manière à pouvoir avoir les données que vous voulez. Deuxièmement, c'est un système qui va être créé sans être créé isolément comme les autres systèmes. Et là, on va être en ligne absolument contraire de l'approche de la NASA en disant qu'il est absolument impossible de pouvoir avoir un système qui récolte toutes les données dont vous avez besoin. Autrement dit, vous n'avez jamais de concurrence entre les systèmes d'observation de la Terre. Pour des raisons physiques, newtoniennes, vous verrez le taux de révolution de certains satellites, le taux de revisite des fois c'est de 5 jours, dans la latitude c'est donc à l'équateur, dans la latitude de l'Europe, vous avez un taux de revisite de 3 jours, par exemple, pour les satellites radar. Rien ne dit que votre satellite va survoler le jour où il se passe quelque chose, un tremblement de terre, l'endroit où il doit prendre les données. Donc, d'abord, l'échange de données. Deuxièmement, le fait qu'il va y avoir, si vous voulez, un certain nombre de données qui vont évoluer. Je vous ai dit au début, il fallait, vous avez là la liste, vous avez peut-être vu sur le film d'avant Valérie Pécresse, qui était à l'époque la ministre de l'Espace et de l'enseignement supérieur en France, qui a signé donc les actes au nom de l'Union européenne qui a lancé Copernicus. Vous voyez dans cette liste celle qui avait été à Lille lors du lancement de Copernicus, et puis finalement on les a regroupés en 5 services, maintenant qui sont 6, et qui en fait vont regrouper la totalité des données de l'ensemble des satellites, plus des données que l'on a par des capteurs in situ, plus des données que l'on achète quand on n'a pas la donnée qu'il faut à des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, en France, ça s'appelle Airbus et Thales, mais on peut en acheter également à des opérateurs économiques non européens, de manière à avoir quasiment une couverture 24 heures sur 24, quelle que soit la région du globe, et quelle que soit la donnée qui soit recherchée. Il existe donc, à l'heure actuelle, 6 services qui sont organisés. Alors, il faut faire une distinction entre les données brutes qui sont récupérées par les satellites, c'est des données brutes, c'est des 0 et des 1, plus les
services qui sont à l'origine mis en place pour servir les politiques. C'est-à-dire que la première inflexion du système va être « je veux avoir des données, suivre certaines variables, de manière à aider les décideurs nationaux, européens, régionaux. » Vous verrez des exemples sur l'urbanisation. Premier service, les terres émergées. Deuxième service, les océans, service marine, qui est à Toulouse, l'opérateur étant Mercator. Troisième service, le service atmosphérique. Quatrième service, le service des situations d'urgence. Cinquième service, le service sécurité. Pour la plupart des données, le service sécurité, ça sert à la surveillance des frontières extérieures de l'Union. Et puis, on va créer au fil du temps un service qui n'existe nulle part ailleurs. Encore, aucune des agences spatiales n'a jamais mis en place ce type de traitement des données, un service sur le changement climatique, à la fois prédictif, mais aussi qui aide à mettre en place des mesures d'atténuation des risques. Ici, c'est, si vous voulez, pour décrire, quand on dit que c'est un que Copernicus est un service ouvert, et que, si vous voulez, vous avez à peu près tout ce qui compte de l'espace en Europe qui contribue au service. On a à l'heure actuelle 7 sentinelles qui orbitent. Il y en a 2 ou 3 qui vont être lancées dans les années 21 et à la fin de 2027, nous en aurons 15 parce que certaines missions vont être ajoutées. Par exemple, il va y avoir des satellites qui vont être spécifiques sur les régions polaires et il va y avoir des satellites qui vont aider à déterminer le niveau de CO2. Alors le niveau de CO2, vous allez me dire, ça doit être assez facile de le détecter. Et le point, évidemment, si on remet le système Copernicus dans les accords de Paris ou dans tout ce qui a suivi le protocole de Kyoto, c'est de faire la différence entre le CO2 naturel et le CO2 d'origine humaine. Et ça a été pendant très longtemps un point que la technologie n'a pas su résoudre, mais qu'on a réussi finalement à résoudre. Deuxième point, Copernicus a été lié dès le début avec les services météorologiques. Pourquoi? Parce que la météo, c'est, si vous voulez, j'espère qu'il n'y a pas de météorologiste dans la salle, c'est savoir comment le système chaotique, au sens physique du terme, que l'atmosphère, se conduit dans les 24 heures et dans les 5 jours. Mais dès l'instant que vous voulez avoir des prédictions à moyen et à long terme, les données météorologiques ne suffisent plus. Pourquoi? Parce qu'il vous faut modéliser. Et là, on arrive à un point qui va être, vis-à-vis notamment des États-Unis, déterminant, c'est que l'on décide en 2015 que la totalité des données et la totalité des produits issus des services, c'est-à-dire des données qui ont été traitées pour les rendre utiles pour certains utilisateurs, vont être libres et gratuites. Pourquoi? Parce que l'on espère, de ce point de vue-là, que ces données vont être utilisées comme des données, des matières premières, par de l'industrie privée, que cela va générer, évidemment, en utilisant Copernicus comme un outil économique, que ça va générer des activités et que des startups vont s'emparer des données qui sont libres de droit et créer des produits qui vont être adaptés à des situations très locales pour lesquelles les grandes entreprises, évidemment, n'investiraient jamais. Un autre point qui est important, c'est qu'il y a la Commission étant l'architecte, si vous voulez, du système, le maître d'œuvre étant l'ESA, vous
Vous allez me dire, mais comment on va déterminer les grandes orientations du programme? Il y a 2 comités de pilotage, un comité qui rassemble les États membres, et en général les agences spatiales des États membres, quand ils n'en ont pas, ceux qui en tiennent lieu, et surtout un comité d'utilisateurs. Puisque dès le début, on a essayé de résister à l'industrie push, c'est-à-dire j'ai un instrument qui est extraordinaire, je ne sais pas très bien à quoi ça va servir, mais il est extraordinaire, donc vous devez le mettre sur le satellite. Alors que dans, si vous voulez, l'acte de fondation de Copernicus, un des premiers forums qui a été utilisé et consulté est le forum des utilisateurs. Mais là aussi, ça va évoluer, parce que comme je vous l'ai dit, les utilisateurs, c'était des utilisateurs publics, alors que maintenant, nous avons des utilisateurs publics, des utilisateurs privés, et on est en train d'avoir même des utilisateurs qui sont une 3e catégorie et qui posent un problème économique, parce que eux, il va falloir les aider, ce sont les ONG. Et je vous donnerai quelques exemples. Alors, ce sont les services, si vous voulez, les 5 services, les 6 services que j'évoquais tout à l'heure. Quelles sont les utilisations les plus importantes maintenant au niveau européen? Bon, d'abord, le suivi du changement climatique, tout ce qui est sécurité et défense, mais très souvent, évidemment, c'est la surveillance des frontières orientales, la santé, qui est un utilisateur extrêmement important, l'économie bleue, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la pêche, mais aussi tout ce qui tourne autour des océans, le tourisme, la planification de l'urbanisation, les forêts, et puis 2 volets plus importantes, économiquement ou politiquement, c'est le développement et la coopération, et tout ce qui est lié aux catastrophes naturelles et les possibilités que l'on donne aux assurances. Alors sur ces 2 derniers points, d'abord, je vais quitter donc ma direction espace, défense et Copernicus pour prendre en charge une nouvelle structure, une nouvelle task force qui vient d'être créée par la Commission et qui va s'occuper du développement et de la coopération, c'est-à-dire comment utiliser Copernicus pour aider les pays tiers, les pays ACP en particulier, Asie, Caraïbes et Pacifique, pour atteindre les objectifs de développement durable. L'autre point, assurance et catastrophes naturelles, aussi bien que le changement climatique, là j'ouvre une parenthèse pour la fermer, nous avons, je vous ai dit, une politique de données ouvertes et libres de droit pour tous les opérateurs économiques, et d'ailleurs, maintenant il y a des plateformes de distribution, et d'ailleurs les données sont en quantité immense. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais les satellites produisent à l'heure actuelle 1 pétabyte de données tous les 3 mois. 1 pétabyte de données, c'est 1 et 15 zéros. Ce qui veut dire qu'une de mes, dans ma direction, une unité entière est consacrée à trouver, puisque maintenant on les loue, à trouver des centres d'archivage et de diffusion des données tous les 6 mois supplémentaires, parce que ce que l'on avait prévu comme centre pour héberger les données, et à chaque fois il faut qu'il y ait un centre redondant, un backup, le budget qui avait été voté et les centres qui avaient été trouvés auraient dû être suffisants en 2021. Dès la fin 2017, tout était saturé. Alors pourquoi je dis les changements climatiques et les assurances? Bon, les données sécurité n'ont jamais été publiques. Mais nous avons eu des problèmes vis-à-vis de certains produits qui étaient
dans un premier temps rendu partiellement public pour le changement climatique et pour les assurances. Pour une raison très simple. C'est que derrière tout ça, évidemment, il y a des ingénieurs chez les principaux constructeurs de satellites, notamment à Toulouse. Mais derrière, vous comprenez que quand je parle de données, de big data et de produits, ce sont les mathématiciens qui ont pris le pouvoir et de loin dans le système. Bien. Nous avons une fabrique d'algorithmes et la modélisation est la clé de tout. Le problème, c'est que quand on commence à modéliser, même avec des supercomputers dans des domaines qui sont encore à défricher, on est sûr de rien. On a même acquis de l'intelligence artificielle de manière à ce que certaines données, notamment en ce qui concerne dans le secteur marin et dans le secteur atmosphérique, des données à moyen terme, on fait certaines prévisions et on voit que ça se passe de façon différente, l'ordinateur voit comment ça s'est passé de façon différente dans la réalité et reprogramme l'algorithme pour essayer que l'algorithme de base qui avait donné une erreur, ou du moins un défaut de précision, puisse reprendre ça en compte. Mais on a eu un énorme problème que l'on a stoppé avant qu'il devienne un problème politique, qui est le problème des effets à moyen terme et à long terme du changement climatique. Et ça s'est passé dans deux pays, que je ne nommerai pas, qui ont un problème. Un, parce qu'il est dans une grande partie sous le niveau de la mer, et l'autre qui est en proie à une érosion costale importante. Alors vous comprenez bien que si vous avez hérité de votre grand-mère ou de vos parents d'une jolie maison au bord de la côte et que vous voulez la vendre et que brutalement sur un des serveurs de la commission, vous voyez que dans certaines prédictions, dans 35 ans, votre maison et votre terrain n'existeront plus, ça pose un grave problème. Et qui prend la responsabilité à ce moment-là. Et donc, si vous voulez, comme on n'est pas sûr que ça va se passer, parce qu'encore une fois, il y a des palettes de prédictions, il a été décidé que certaines données, donc des trois utilisations que je venais de mentionner, seraient confiées à des groupes scientifiques et ne seraient publiées que lorsque des réanalyses confirmeraient évidemment la véracité. Ça, ce sont les satellites. Alors, ce qui est en vert, ça tourne déjà. Ce qui est en bleu, ils vont être lancés. Vous voyez, alors, quand je vous disais que chacun des satellites a des caractéristiques spéciales, le Sentinelle-1, c'est un satellite radar. Il y en a deux, le A et le B. Nous savons que les Chinois en ont, les Américains n'en ont pas. Et si vous voulez, c'est la grande... politiquement, c'est notre grand... faire-valoir par rapport à la NASA. Pour une raison très simple, c'est que quand vous avez, Dieu sait s'ils en ont des cyclones, les satellites optiques ne voient rien sous la couche nuageuse. Et donc tout ce qui est développement d'inondation, tout ce qui est développement de glissement de terrain, parce que notamment les satellites radars voient très bien tout ce qui est mouvement, chaque fois les Américains nous demandent les données. Il faut voir aussi que ce sont des satellites qui ont 40 mètres de résolution, entre 4 et 40 mètres de résolution, en radar, et qui ont une fauchée, c'est-à-dire la bande que le satellite voit à chaque fois, de 300 km, ce qui est absolument énorme, puisque le satellite, en 3 révolutions, il voit l'entièreté de la France. Et dernier point, nous nous sommes rendus compte par la suite, c'est pour ça que le Sentinelle-1 est un de mes favoris,
c'est que les satellites radars enregistraient les mouvements du sol, évidemment, mais y compris les mouvements du sol qui n'étaient pas visibles optiquement. Alors, on s'en est rendu compte comment? C'est qu'on a eu une chance lorsque il y a eu un tremblement de terre, je crois en 2014 ou 2015, en Californie, dans le nord de la Californie. Le satellite a vu une ligne de faille qui était beaucoup plus grande que les satellites optiques. Eh bien, ce que le satellite a vu, c'est que le sol, en fait, a bougé et est revenu à sa place, même dans des disons, caractéristiques tout à fait particulières qui ne l'ont pas permis optiquement d'être décelables. Et quand subséquemment, 2 ans après, il y a de nouveau eu un tremblement de terre, c'est au niveau où le satellite radar avait vu le sol bouger qu'il y a eu les principaux dégâts. Donc si vous voulez, il y a de ce fait-là la possibilité aussi d'une certaine analyse prédictive. Le Sentinel-2 est un satellite optique, mais quand je dis optique, c'est-à-dire que ce n'est pas le spectre humain, c'est-à-dire qu'on va de l'ultraviolet à l'infrarouge en omettant une certaine partie d'infrarouge qui va faire l'objet d'un des satellites qui seront lancés, je pense, dans les années 2025, qui n'apparaît pas là, et qui est très important pour 2 raisons. D'abord pour la santé des végétaux, mais aussi, vous pouvez bien comprendre, extrêmement précieux pour les militaires, parce qu'avec une résolution de quelques mètres en infrarouge, vous voyez de jour et de nuit ce qui se passe. Et le Sentinel-3 est un sentinelle donc altimétrique pour le niveau des océans. Là aussi, c'est un sentinelle qui a été fait à Toulouse par Thales. C'est un record, puisqu'à l'heure actuelle, conjugué avec un autre satellite américain qui va être remplacé par le Sentinel-6, donc le système sera purement européen, nous arrivons grosso modo à avoir une résolution de l'ordre de 4 à 5 mm en ce qui concerne l'augmentation de la surface, enfin du volume des océans. Alors c'est très important, pourquoi? Alors évidemment, il y a les algorithmes, les vents, les vagues, les marées, tout ça, c'est annulé, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on sait que les courants chauds dilatent l'eau et que par exemple, vous pouvez prévoir, c'est l'exemple qu'en général on donne, vous pouvez prévoir en voyant la dilatation sur le Pacifique, avec quasiment 9 mois d'avance, les sécheresses qu'il y aura au Portugal ou en Grèce ou en Italie. Une raison très simple, c'est qu'on sait maintenant que les phénomènes El Niño et La Niña perturbent considérablement les courants atmosphériques et que, en général, les pluies qui sont sur la côte américaine, sud-américaine, sont toujours corrélées avec des sécheresses dans le bassin méditerranéen. Alors après, le système Copernicus, si vous voulez, vous avez les sentinelles plus les différents capteurs in situ que l'on a. Alors, il y a énormément de bouées qui sont dans la mer. Chaque fois que l'on passe des accords avec des États tiers, on leur demande aussi la possibilité d'avoir des données de captage in situ. Et c'est d'ailleurs une des méthodes que l'on va avoir pour déterminer la différence entre le CO2 d'origine humaine et le CO2 d'origine naturelle. Au milieu, vous avez les ordinateurs, et là, ce sont les utilisations. Nous sommes donc, comme je vous le disais, à l'heure actuelle, nous avons 17 pétabytes de données qui sont disséminées dans 4 pays. Donc, ici, en particulier à Toulouse, en Allemagne, mais pour notre grand malheur aussi, il y avait un centre au Royaume-Uni où nous sommes obligés de déménager.
Ça, je vais passer rapidement, ce sont les services qui existent à l'heure actuelle. J'insiste sur une chose, c'est que ces services ont été créés pour supporter des politiques, que ce soit des politiques locales ou nationales. Nous les avons créés et en général, ils produisent des informations qui n'ont pas, si vous voulez, de valeur économique pour les grandes compagnies. C'est-à-dire que souvent la question est posée, et si ces services sont libres de droit, à ce moment-là, vous faites de la concurrence déloyale à toutes les autres entreprises. La réponse est non. C'est-à-dire que pourquoi justement on a créé ces services? C'est parce que les entreprises publiques n'avaient pas, les décideurs publics n'avaient pas la possibilité de trouver les produits sur le marché et surtout ne pouvaient pas les payer. Je vous donnerai quelques exemples plus tard. Comment ça marche? Donc, ici, ce qui est extrêmement important, c'est que nous avons de cette façon-là, avec cette politique des données, fait à la fois exploser le petit club des États dits engagés dans l'espace, et deuxièmement, nous avons mis fin à ce qui est encore la règle de l'Agence spatiale européenne, qui est le juste retour. Le juste retour, c'est-à-dire que je mets tant de projets, tant de millions d'euros sur un projet, pour autant que ce soit mes usines et mon industrie qui le mettent en œuvre. Les États qui traditionnellement étaient actifs dans l'espace, vous en avez 5. L'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, et pour une partie, le Royaume-Uni. Il y a 28 États membres encore dans l'Union européenne. Il fallait évidemment que, comme le budget communautaire payait le système, bon, jusqu'à présent, Copernicus a valu à peu près 6 milliards d'euros, et on vient de récupérer pour le prochain cycle 7 milliards d'euros supplémentaires. Donc c'est payé par tout le monde, par tous les pays. Mais évidemment, vous comprenez qu'il fallait que chacun des pays puisse non seulement trouver les bénéfices au système, mais en plus en avoir des retombées économiques. Et là, on s'est rendu compte que, notamment, certains pays de l'Est, en ce qui est traitement des données, en ce qui est fabrication des algorithmes, et à ma grande surprise, il y a d'excellents mathématiciens en Pologne et dans les pays baltes, parce que on a mis en place ce qu'on appelle une usine algorithme sur concours. La moitié des gens qui ont été reçus, ce sont des gens venant de ces pays-là. Et ce sont des mathématiques très... Alors évidemment, il y a des Français, mais je veux dire que les mathématiques appliquées à la fabrication d'algorithmes, c'est tout à fait particulier. Et donc, si l'architecte, si vous voulez, c'est la commission, il est évident que nous sommes en discussion constante avec les 28 États membres, et puis chaque fois que soit l'Agence spatiale européenne, ESA, ou soit l'équivalent pour la météorologie, EUMETSAT, lance des satellites, nous discutons avec eux pour voir si on peut mettre en place certaines complémentarités. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure de la fameuse trajectoire des cyclones, où en général, la météo vous dit il est de telle catégorie et puis il doit aller dans ce sens-là. Et si vous voyez ce que la météo vous dit 2 ou 3 jours après, on vous indique que la course a été différente et qu'il a été rétrogradé, etc. Pourquoi? Parce que la météo, ce sont des satellites géostationnaires qui prennent des photos et qui prennent des instantanés.
derrière toute la modélisation, et en particulier l'interaction entre le cyclone et la mer, et l'océan, la température de l'océan, les gradients qui se forment, etc., vont aider les météorologues également à affiner le prévision. Peut-être je vais passer directement à certains exemples j'en avais parlé, c'est pour les objectifs de développement globaux. Il est sûr que le cycle de l'eau, par exemple, qui est très important dans le changement climatique, qui est aussi très important dans le CO2, qui est très important dans l'agriculture, je pense, dans les pays méditerranéens et dans les pays africains, le service Copernicus qui est le plus utilisé. Ici, vous voyez par exemple la botte italienne, c'est l'humidité résiduelle qui existe au niveau de l'Italie. Et pourquoi c'est important? C'est que maintenant, le service de changement climatique a mis en place, et le service territoire émergé ont mis en place des produits qui vous, calculent l'efficacité des précipitations. Chacun a un jardin. Vous savez très bien que s'il pleut très fort sur un sol très sec, tout le fout le camp et rien ne va dans les nappes phréatiques. Donc, savoir à l'avance sur des grandes étendues de territoire quel est le niveau d'humidité est extrêmement important. Ici, c'est ce que l'on fait de manière régulière, c'est-à-dire la surveillance de l'Arctique et de l'Antarctique. Alors c'est très important, ça pourquoi? Parce que très souvent on met en place, on met dans le même panier Arctique et Antarctique. Il y en a un qui est un océan gelé, c'est l'Arctique. L'Antarctique, c'est un continent avec une calotte glaciaire. Donc l'océan gelé, s'il fond, ça ne va pas faire monter le niveau de la mer. C'est Archimède. Par contre, si, je peux rajouter le Groenland, si la calotte glaciaire du Groenland ou la calotte glaciaire de l'Antarctique fond, alors là, c'est de l'eau fraîche qui va dans l'océan. Et c'est extrêmement important également pour suivre la salinité et le développement et les changements des courants marins. Alors la France est très intéressée là-dessus. Pourquoi? Parce que vous savez que la France a des îles Kerguelen et donc ils se sont aperçus qu'il y avait un changement de biotope absolument phénoménal autour des îles Kerguelen, alors qu'il y avait encore 10 ans, on pensait que c'était, comme d'ailleurs la grande barrière de corail, quelque chose qui était relativement épargné. Et là, c'est une autre photo qui vous donne, ça c'est le genre de choses que l'on donne au Conseil environnement des ministres, qui vous donne la modification. Alors, quand c'est le thermomètre, c'est en rouge, c'est l'augmentation de température, la salière, c'est l'augmentation de salinité, donc l'acidification. Vous avez également des petits ronds qui sont en fait des vortex qui se créent et qui emprisonnent ce qui est à l'intérieur, donc en fait où les courants marins deviennent inefficaces. Et puis vous avez également l'échange de CO2 entre la mer et ici la mer Méditerranée et l'atmosphère qui est perturbée.
sait que le puits de carbone principal, c'est l'absorption par les océans. Un autre point aussi, c'est ici deux cas qui sont un petit peu plus difficiles à visualiser. C'est en fait à la suite du tsunami. Tout ce que vous voyez de couleurs différentes, c'est quelque chose qui a changé. C'est-à-dire, c'est soit les constructions, soit de la végétation qui disparaît. Donc, comme vous pouvez voir, la photo, les deux photos, c'est topographiquement la même région, mais quand vous allez sur cette région-là, plus rien n'est semblable. Et je vais finir par, si vous voulez, le fait que les données de Copernicus ayant été libres de droit, on a généré, alors que ce n'était pas du tout prévu, j'insiste que c'était uniquement au début un outil destiné à la prise de décision par les gouvernements ou les autorités publiques, quel qu'en soit le niveau. Le fait que l'on a ouvert les données, ça a généré un nouveau écosystème. Et on a vu par exemple des apps pour les téléphones portables qui ont été développés, par exemple pour les pollens. Il y a eu des applications que l'OMS a repris pour le développement de la malaria. Alors c'est toujours du paludisme, c'est toujours une histoire que j'aime raconter parce que, bon, en dépit du fait de la précision des satellites, c'est assez difficile de voir un anophèle, un moustique, par satellite. Bien. Et ça, c'est toute la beauté des mathématiques. Vous mettez le niveau de précipitation. Vous savez d'abord les régions où c'est endémique. Vous mettez le niveau de précipitation, le niveau d'humidité dans le sol. Vous mettez le niveau de concentration de gaz carbonique, je ne sais pas pourquoi, dans l'atmosphère. Vous mettez le vent. Vous mettez le cycle biologique de l'anophèle, et l'algorithme vous dit il y a une nouvelle génération qui est là. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le moustique, il vous dit il y a des moustiques. Et si vous voulez, cette modélisation, qui est une modélisation que l'OMS a pris, on a même fait des mêmes modèles pour la dengue, pour le chikungunya, pour les pollens c'est plus facile parce que là on voit le vent, on voit la saison, on voit les précipitations, s'il y a du vent ou s'il n'y a pas de vent, et on vous dit quand est-ce qu'il va y avoir un pic de pollen. Mais aussi, d'autres choses qui sont extrêmement importantes, c'est que vous allez avoir des entreprises qui ont créé, et notamment il y en a une en Occitanie, sur le risque de l'imperméabilisation des sols. C'est-à-dire que, en général, des communes où il y a un ruisseau qui coule peu, mais quand il coule, c'est l'inondation. Évidemment, si le ruisseau lui-même a été bétonné, c'est déjà un problème. Mais la création d'une entreprise qui a développé donc une application pour que la création de parking, la création de mise de béton sur le sol, qui évite ou qui facilite le ravinement, vous créez des zones qui deviennent à risque et très souvent, avec des mesures de drainage bien placées, vous allez considérablement diminuer les risques. Et donc cet écosystème, si vous voulez, touche la totalité des secteurs économiques. Nous avons une entreprise italienne qui, par exemple, est en train de faire la topographie de Pompéi. Ça, c'est pour le tourisme. Et puis, vous avez une même entreprise italienne qui est en train d'étudier les courants marins avec une société bretonne pour pouvoir déterminer à quel endroit on doit mettre, je
me rappelle plus comment ça s'appelle, l'équivalent des éoliennes, les hydroliennes dans la mer, etc. Donc si vous voulez, ça c'était extrêmement important parce que les chiffres économiques que l'on a réussi à obtenir, mais c'est très difficile évidemment d'avoir des chiffres exacts, nous sommes quasiment en Europe des 27 à près de 8000 emplois qui ont été créés uniquement directement sur la base de ces applications Copernicus. Ce qui veut dire que nous sommes également devenus un fournisseur de données. Et ça, c'est une tâche que la Commission n'avait pas, c'est-à-dire que maintenant, il y a des secteurs économiques qui dépendent du système. Nous ne pouvons plus dire à un moment donné, c'est un petit peu comme les dépenses obligatoires de la politique agricole commune qui ont disparu entre-temps, mais on ne peut plus dire, le Conseil ou le Parlement ne peut plus dire je vais arrêter de dépenser de l'argent, ne serait-ce que pour remplacer les satellites qui arrivent en fin de vie, parce qu'il y a de plus en plus, évidemment, de services et de secteurs industriels qui dépendent de ça. Et puis, dernier point, nous avons créé les Copernicus Academy, où il y a deux filières, soit l'inclusion de tout ce qui est donné issu de Copernicus dans des cursus déjà établis. Bon, je vous ai parlé de la médecine, des travaux publics, mais il y en a une très longue liste. Soit alors des filières spécialement faites, et nous sommes en train de lancer une filière d'intelligence artificielle pour justement pouvoir arriver, on appelle ça du do-it-yourself, du bricolage mathématique, c'est-à-dire que sur la base, de certains besoins, comme des Lego, vous aurez des briques d'algorithmes que vous pourrez assembler. Les données étant dans le cloud, les briques d'algorithmes, vous les assemblerez et vous pourrez créer au-delà des produits existants, des produits que vous voulez absolument pour vous. Alors, ça sera mon dernier exemple. L'arrosage. L'arrosage à la fois industriel, c'est-à-dire agricole, et l'arrosage des jardins, qu'une société allemande a couplé avec la géologie et avec les données d'humidité résiduelle. Alors c'est très marrant parce qu'il vous présente des cartes où, grosso modo, quand vous arrosez votre pelouse ou que vous arrosez votre champ de maïs, si vous l'arrosez en quadrillant la surface, en général, vous avez 80% de l'eau qui va chez le voisin. Et que donc, pour arroser, par exemple, votre carré de pelouse, il vaut mieux aller mettre simplement un tourniquet au sud à un certain endroit. Pourquoi? Parce qu'avec la géologie connue plus l'inclinaison, simplement de l'eau là va aller partout. Dernier point, et là on pourrait faire une conférence sur le sujet, c'est ce qui est le service situation d'urgence. Je vous ai parlé des sentinelles radars qui permettaient de voir sous les cyclones, des sentinelles qui permettaient de voir avec certaines valeurs prédictives les tremblements de terre. Mais ce qui est extrêmement important, c'est, si vous voulez, maintenant, on commence à faire du mapping, c'est-à-dire de la cartographie de zones à risque. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que on s'est aperçu que quand un cyclone, notamment les cyclones qui ont frappé l'Asie du Sud-Est, les tsunamis, vous aviez en fonction de la configuration du terrain, on parle toujours des constructions résistantes ou non résistantes, mais il y a énormément de variables qui permettent à coup sûr de dire s'il y a des inondations dues au tsunami, ces inondations vont être
ici et pas là. Ce qui permet évidemment de mettre des gens en sécurité plus facilement. L'autre exemple, c'est l'Australie. L'Australie a un problème avec les feux. Et les Australiens sont venus nous voir à la suite d'un problème qu'il y avait eu où il y avait un feu dans une vallée et au début de la vallée, et donc pour que sauver les gens qui ne pouvaient plus être exfiltrés de la vallée, on les a fait monter sur ce qui était l'équivalent d'une petite montagne. Et en fait, on les a envoyés à la mort parce qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a eu un effet d'aspiration d'air chaud qui montait le long de la montagne. Et donc le feu, au lieu de continuer à se propager dans la vallée, est revenu vers le fond et a grillé tout le monde. S'il y avait eu à ce moment-là un système qui avait pu analyser d'une manière locale l'inversion des courants atmosphériques, on aurait eu des gens. Et c'est ce qui est, si vous voulez, extrêmement important, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'en ayant amassé des données et en essayant d'essayer de trouver, notamment avec certains moyens de traitement et de certains de recoupement, on arrive à trouver des mécanismes qui régissent certains événements comme ceux que je viens d'évoquer et qui pourraient avoir évidemment un effet préventif tout à fait important. Voilà. Oui. Merci pour cette conférence, d'abord intérêt historique de la jeunesse qu'on connaît plus ou moins bien. J'ai quand même deux questions. Vous n'avez pas évoqué l'utilisation des données pour la PAC, la politique agricole commune, qui représente quand même une partie très importante du budget de la Commission. Y a-t-il donc une utilisation de ce type de données de façon systématique et opérationnelle? Quel est le rôle de la Commission et le rôle des États membres dans la gestion de ces données pour la PAC? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez mentionné que vous étiez en charge des affaires de défense. La semaine prochaine, nous lançons à Kourou, je crois que c'est la semaine prochaine, oui, à Kourou, la troisième génération de satellites d'observation optique, et avec une participation donc très modeste de l'Europe. La France a toujours eu un rôle leader là-dessus depuis plus de 20 ans. Qu'en est-il des perspectives comme une coopération européenne plus importante dans ce domaine-là? Alors, évidemment, je n'ai pas évoqué la PAC parce que depuis que Copernicus existe, toutes les directions générales qui ont des politiques, que ce soit l'énergie, que ce soit la PAC, que ce soit les affaires maritimes, etc., utilisent des données Copernicus. Ce qui d'ailleurs pose un problème interne, parce qu'avant ils achetaient ces données sur le marché, et je me tue à leur dire que, comme mes données sont gratuites, ils pourraient me donner une partie du budget qu'ils utilisaient auparavant. Mais, si vous voulez, la pénétration de données Copernicus, si vous voulez, dans l'aide humanitaire, dans la politique agricole commune, dans la politique des transports, dans la politique de l'énergie, maintenant sont utilisées de façon systématique. Pour ce qui est du domaine de la défense. Alors, Copernicus est un système civil. C'est-à-dire que c'est un système de contrôle et de gestion de l'environnement et de la sécurité civile. C'est-à-dire que normalement, dans le cadre purement Copernicus, nous ne descendons pas en dessous de 40 cm. Les militaires, s'ils veulent plus, c'est dans le cadre de notre coopération. Vous savez qu'on est en train de lancer le Fonds européen de défense. Et
dans ce cadre du Fonds européen de défense, à ce moment-là, nous allons pouvoir financer une partie de ces systèmes militaires. Mais il faut être très clair. Il y a toujours, si vous voulez, une antinomie entre la précision et la fauchée. Si vous avez du 20 cm, d'accord, vous avez un temps de revisite de 10 jours. Si vous avez du 300 km, vous avez un temps de revisite de 2 jours. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'en optique, par exemple, pour tout ce qui est infrarouge thermique, nous avons eu une grande discussion avec les militaires parce qu'ils voulaient avoir des satellites hybrides. Bien. Si vous lancez avec une précision telle que veulent les militaires, vous n'aurez jamais, par semaine, la totalité des forêts françaises. Et je ne parle pas des forêts amazoniennes. Parce que si vous voulez du 20 cm, vous avez une fauchée qui est de quelques mètres. Alors quand vous voulez avoir, évidemment, tous les, je crois, la DG Environnement veut avoir tous les 2 mois la totalité de l'état de la forêt amazonienne. Si vous avez les 30 cm, vous attendez tous les 5 ans. C'est clair. Donc si vous voulez, il y a toujours une antinomie entre le taux de revisite et la précision. Alors il n'empêche que pour, si vous voulez, la coopération militaire, à ce moment-là, il a été décidé que nous interviendrons à hauteur de 20% du projet, pour autant que 3 États membres coopèrent. Alors, pour le satellite que vous évoquez, en général, il y a déjà les Français et les Italiens, qui sont plutôt dans l'optique. Les Allemands sont plutôt dans le radar. Mais si vous voulez, ça n'a aucun intérêt en termes de sécurité civile, ni même d'environnement. Par contre, c'est clair que maintenant, avec le problème de surveillance des frontières, il va falloir créer des ponts entre les 2 systèmes. Ce dit en passant, vous avez maintenant, et c'est développé aussi ici à Toulouse, ce qu'on appelle les plateformes stratosphériques. Ces espèces de gros dirigeables que l'on met au-delà des événements météorologiques dans la stratosphère, qui peuvent y rester 6 mois, et qui, je pense, vont être là une concurrence importante aux satellites. Parce que là, on va parler de vidéo à 20 cm. Et quand même, on est loin de la vidéo par satellite. D'autant plus qu'en général, les satellites optiques militaires, ce sont des satellites qui sont dans des orbites hautes. Alors justement, sur ce projet Stratobus que vous avez évoqué en partie, est-ce qu'il est prévu à terme de l'intégrer, s'il fonctionne, dans l'avenir de Copernicus? Alors, ça pose... il y a Stratobus, il y a aussi l'équivalent chez Airbus. C'est extrêmement important parce que, par exemple, nous ne pouvons pas, si l'agence Frontex des frontières demande du 20 cm toutes les heures sur la frontière gréco-turque, je n'aurai jamais de satellite, ça c'est important, une fois assez importante pour faire ça. Donc ça, Stratobus est la réponse. Mais ce sous-entend, et on a eu beaucoup de discussions avec TAS, ça sous-entend qu'ils fassent du new space économique, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à vendre leur Stratobus, mais qu'ils fassent du leasing. Vous comprenez ? Parce que soyons clairs, je vais avoir besoin des données pendant un laps de temps sur une partie très spécifique de l'Union européenne. Et ça aussi, c'est important. Bon, ça c'est la politique spatiale, c'est plus Copernicus, mais je pense que de plus en plus, on va aller vers
si vous voulez, en termes d'administration centrale, à se désengager de plus en plus de l'achat ou même de la gestion de projets. C'est-à-dire que je vais publier un cahier des charges en disant, voilà, je fais un appel d'offres, il me faut, pour reprendre l'exemple de Stratobus, il me faut pendant 8 mois par an, 8 mois sur 12, il me faut du 20 cm sur telle et telle partie de l'Europe, et il me le faut en quasi temps réel, c'est-à-dire avec des données qui arrivent dans les 20 minutes. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'appel d'offres, ça sera ça. Ça sera plus du tout tel satellite et tel satellite, c'est-à-dire que de plus en plus, on va demander à l'industrie d'arriver avec une solution clé en main. Voilà. Parce que, bon, soyons clairs, là on n'invente pas la roue. La NASA, à part les missions exploratoires scientifiques, ne pilote elle-même plus aucun de ses satellites. Hein? C'est-à-dire que c'est Lockheed Martin, Boeing et les autres qui font les satellites, qui les lancent, on met NASA, et puis NASA a simplement fait le cahier des charges en disant je veux ça et ça, voilà. Et je vous paye si vous me le donnez, c'est tout. Et si vous voulez, les techniques évoluent de plus en plus. Alors on parlait de Stratobus, il y a une autre chose qui va complètement révolutionner, ce sont les microsatellites. Évidemment, ici, je parle de 7 satellites, mais SpaceX veut lancer maintenant 400 satellites, microsatellites par 6 mois, avec une durée de vie de 2 ans, vous comprenez? Donc, on arrive à une taylorisation de l'espace, hein? C'est-à-dire qu'on ne fait plus de la voiture de collection, on fait des smart, d'accord? Ce qui pose aussi un problème, c'est qu'il faut, à ce moment-là, que l'Europe modifie les normes industrielles. Parce que là, il y a un vrai défi, c'est que les normes industrielles que l'on a en Europe, pour la plupart, ont été dictées par l'Agence spatiale européenne. Alors, vous comprenez bien que pour faire des optiques, pour faire des composants électroniques d'une sonde qui va voyager pendant 20 ans avant d'aller croiser Pluton, et d'appliquer ces mêmes standards à des CubeSats dont la durée de vie est de 2 ans, c'est un non-sens économique total. C'est-à-dire qu'il va falloir passer, encore une fois, de la voiture de collection à la fabrication en chaîne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que les 2 grands constructeurs français, Airbus Défense et Espace et Thales Alenia Space ont fait des joint ventures avec des compagnies américaines pour faire soit des microsatellites, soit même moi j'appelle ça des satellites jetables. Vous faites le satellite, vous en lancez 5, à la fois on va être sûr qu'il y en a 2 qui marchent. Enfin, c'est un modèle économique tout à fait différent. Oui, d'abord je vous remercie pour votre présentation. Ensuite aussi, en tant que, je dirais, quelque part représentant de la Commission, je voulais aussi remercier la Commission parce que je pense que la Commission européenne fait un gros boulot qui est souvent méconnu, voire pas du tout reconnu. Donc merci à l'ensemble de la Commission pour le travail qu'elle fait. Je vous remercie parce qu'on n'entend pas ça tout le temps. Je sais, malheureusement. J'ai la chance de travailler aussi avec la Commission dans le domaine plutôt aéronautique. Donc, voilà. La question que je vous pose, enfin, vous l'avez quand même évoqué, c'est sur l'utilisation des données. Alors, il y a certaines utilisations, comme vous avez dit, effectivement, j'ai une maison en bord de mer, si demain on annonce effectivement que la mer va monter de 5 mètres, quelle est la valeur de la maison? Mais comment vous contrôlez un peu, d'une façon globale, l'utilisation qui est faite de ces données? Moi, je pense en particulier vis-à-vis des assureurs. Les assureurs pourraient effectivement utiliser les données en disant « Ah, mais tiens, il y a une zone ici qui est très polluée, voire là, l'humidité est en train de baisser.
sont pas les seuls fournisseurs d'informations. C'est-à-dire qu'Airbus et d'autres font pour les compagnies d'assurance des produits à l'heure. Et c'est d'une certaine façon aussi le business. Bon. Il n'empêche qu'il y a aussi une limitation, c'est la validité des données spatiales. Vous savez, par exemple, pour le dégazage, il y a des arrêts de plusieurs cours en Europe qui ont dit qu'il n'était pas suffisant d'avoir des images satellitaires, c'est-à-dire qu'en général, en particulier en France, quand vous avez un navire qui fait du dégazage, en fait, les services envoient des patrouilleurs pour prendre le navire sur le fait. Bon, ça c'est une chose. Et si vous voulez, nous avons dit, bon, il y a des données qui sont sur le marché déjà. Bon. Pour les services de sécurité, là, c'est des blackouts, on ne donne rien. Se pose le problème maintenant du changement climatique. Et bon, c'est terrain incognita. Parce que d'un côté, si vous voulez, à la fois ça peut porter préjudice, mais ça peut aussi aider à mettre en place des mesures qui pourraient éviter que ce qu'on prévoit va se réaliser. Donc c'est un élément qui n'est pas du tout tranché. À l'heure actuelle, 80%, si vous voulez, des données, la totalité des données satellitaires, elles sont de toute façon, sauf encore une fois pour la sécurité, sont libres de droit. Les informations qui sont tirées, c'est-à-dire celles qui sortent des algorithmes, celles-là, alors pour le changement climatique, pour l'instant, c'est réservé aux communautés scientifiques. Mais, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Copernicus a été lancé en 2014, je ne sais pas si vous vous en souvenez, après, je crois que c'était en 2015 ou 2016, Daesh a fait sauter des temples en Irak, à Palmyre. Alors, on a eu une injonction du comité militaire de l'Union européenne de ne pas, les satellites passent au-dessus, de ne pas commercialiser, ou du moins de mettre un embargo sur ces données, parce qu'évidemment, il y avait le temple avant, le temple après, et autour du temple, il y avait des gens. Etc. Donc, nous, on a obtempéré. Je suis en charge, pas de la diplomatie européenne, mais j'étais en charge de Copernicus. Et puis, ma secrétaire fait Google Balbec. Vous aviez exactement la même image qui était déjà disponible par Internet, qui avait été faite par Lockheed Martin, retouchée par Google Earth. Donc, si vous voulez, bon, ça nous a, d'une certaine façon, on n'a pas eu la responsabilité d'avoir mis ces images, mais de dire que parce que nous, on ne met pas les images, on ne va pas les retrouver. Le seul point que l'on a, c'est qu'il y a certains algorithmes qui sont classés confidentiels ou secrets, et donc tout ce qui sort de ces algorithmes, on ne le diffuse pas. Bon. Et on est sûr qu'on ne va pas le trouver ailleurs, parce qu'on est presque sûr qu'on est seul d'avoir, pour le moment, ces algorithmes. Maintenant, dire que c'est étanche, bon, vous savez, la grande si vous voulez, puisqu'on parle de Google, la grande décision que l'on a prise, c'est de ne pas faire d'agrégation d'images. Et c'est pour ça que Google est furieux contre nous. C'est que, si vous voulez, quand vous regardez une carte Google, hein, eh ben, quand vous avez par exemple l'Occitanie par Google, ben, vous avez des fois 3 ans. Hein. Pourquoi? Parce que par définition, c'est son nuage. Donc, ils mettent des carrés, des pixels, etc., etc. Et donc, vous avez une belle photo, mais vous avez la photo ou certaines parties il y a 3 ans par rapport à la dernière. Bon. Nous, dans le département qui s'occupe des
terres émergées, c'est-à-dire tout ce qui est territoire. On a des contrats avec Airbus où on n'autorise pas, parce que c'est Airbus qui a le contrat, avant c'était Thales. Donc, ce sont des appels d'offres. On n'autorise pas plus de 15 jours. Et ça, si vous voulez, 15 jours sans nuages en Europe, c'est très difficile à avoir. Et donc ça leur a donné des coûts supplémentaires parce qu'ils ont fait des accords avec Planet Lab, avec d'autres compagnies, de manière à pouvoir avoir certaines zones, et même certaines fois, on a notamment du Nord, des blancs. Et si vous voulez, cette véracité, c'est-à-dire l'obligation de ne pas agréger les données au-delà d'un certain laps de temps, ça a donné un avantage compétitif à Copernicus, notamment pour tout ce qui est grande compagnie de travaux publics, etc., parce que de temps en temps, si vous voulez, ils se trouvaient avec une image satellitaire, et puis le contexte avait complètement changé. Moi, j'ai eu une image Copernicus, j'ai une maison à côté de Cahors, j'ai une image de Copernicus que je me suis fait faire du village où j'habitais, à 250 mètres de chez Paul, et sur Google, donc avant d'arriver à Cahors, vous avez un rond-point, sur Google, le rond-point était différent. Enfin, je veux dire, bon, c'est simplement, si vous voulez, anecdotique. Et quand vous devez faire des travaux de terrassement, il vaut mieux, et que vous payez à une compagnie des produits, il vaut mieux que vous sachiez s'il y a un rond-point ou s'il n'y en a pas. Oui, j'ai une question sur ces algorithmes qui sont très importants pour l'analyse des données. Alors, est-ce qu'on en vérifie, enfin je suppose que oui, mais comment on vérifie la fiabilité de ces algorithmes? Et dans l'avenir où vous nous avez expliqué qu'on allait pouvoir extraire certaines données, extraire d'autres algorithmes pour choix et élaborer donc des prévisions, des prédictions, comment on va pouvoir contrôler la fiabilité de ces prédictions qui seront un peu au choix des opérateurs qui auraient déclenché? Alors, nous ne faisons. Là, vous mettez le doigt sur le point le plus important de l'analyse et de la fabrication de produits. Bon, d'abord, vous avez ce que j'ai appelé les algorithmes légaux. Enfin, pas légaux, conformes à la loi, mais comme les légaux avec lesquels on fait des châteaux. Hein. Donc, c'est des briques d'algorithmes, vous les mettez les uns sur les autres. Et puis, ce sont des algorithmes qui existent depuis très longtemps, et en général, si vous voulez, ce sont des choses relativement simples, et l'algorithme, il vous donne, par exemple, pour les pollens, ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans, et ça marche à tous les coups, donc on est sûr que l'algorithme ne se trompe pas. Évidemment, quand je parle de changement climatique, là, c'est terra incognita. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe exactement, et ça touche toutes les sphères, l'hydrosphère, l'atmosphère, la lithosphère, puisqu'on s'est même rendu compte que le changement climatique a augmenté le nombre de tremblements de terre. Il est évident que là, si vous voulez, on a des fabriques d'algorithmes, mais qui sont encore au stade non opérationnel, du stade expérimental. C'est-à-dire que en plus vous avez des algorithmes qui contrôlent les algorithmes. Donc si vous voulez, et c'est là que l'intelligence artificielle va être extrêmement importante. On a eu une première victoire quand, je ne me rappelle plus du nom du cyclone, vous vous rappelez qu'il y a un cyclone qui a, il y a quelques années, touché New York pour la première fois. La NOAA, l'agence américaine, avait prédit une trajectoire qui ne s'est pas révélée exacte, et les algorithmes que l'on avait l'avaient prédit. Entre nous, c'est un coup de chance. Mais je suppose qu'à ce moment-là, les gens qui sont en charge des algorithmes en ont déduit, si vous voulez, une réanalyse
Parce que le maître mot, c'est la réanalyse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'algorithme prévoit quelque chose, on attend de voir ce qui se passe réellement, et en fonction de ce qui se passe réellement, on cherche à savoir pourquoi l'algorithme n'a pas donné cela. Alors évidemment, ce sont des équations à plusieurs centaines de variables, parce qu'il y a des systèmes comme l'atmosphère qui est complètement chaotique, et donc vous ne pouvez pas encapsuler ça avec un simple algorithme. Et c'est là où l'intelligence artificielle a tout son sens, c'est qu'ils font des réanalyses continues. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la réanalyse que j'évoquais tout à l'heure, où vous avez un cyclone qui se déplace, vous voyez comment le cyclone finalement s'est déplacé, et vous vous demandez pourquoi l'algorithme n'a pas trouvé la trajectoire du cyclone. Maintenant, ils sont installés à Boulogne, nous avons des super ordinateurs qui font ces réanalyses au millième de seconde. C'est-à-dire grâce au capteur, si vous voulez, et on essaye, si vous voulez, de modéliser le plus possible les événements qui arrivent. Ça marche évidemment sur des événements qui peuvent être comparés entre la prédiction et la réalité dans un laps de temps d'une semaine. On est très loin alors de la maison qui va disparaître dans 30 ans. C'est pour ça que là, l'érosion costale, si vous voulez, par exemple, à Bordeaux, il y a eu toute une analyse qui a été faite sur la côte aquitaine. Personne n'avait prévu, entre Lacanau et le bassin d'Arcachon, personne n'avait prévu l'augmentation phénoménale de l'érosion costale. Et ça, si vous voulez, la réponse à votre question est très claire à l'heure actuelle pour le changement climatique. D'abord, on ne sait pas combien va être le changement climatique, on ne sait pas comment les principaux paramètres vont être affectés. Donc à l'heure actuelle, on est plutôt dans l'observation. Bonsoir, monsieur. Une question plus politique. J'arrive pas à savoir, dans votre exposé, quel est le rôle exact de la commission que vous présentez. Et vous avez donc des crédits à votre disposition que vous allez allouer à travers des appels d'offres. Comment fonctionne un peu cette commission? Parce que vous dites nous allons délivrer des données, mais c'est pas vous en tant que commission de délivrer, vous avez donc je voudrais avoir des précisions sur ce sujet. Alors, si vous voulez, la Commission européenne, pour ce projet-là, le Conseil, le Parlement lui a donné des objectifs. Voilà. Donc, on a toute une liste d'objectifs par les différents services que je vous ai énumérés. En particulier, fournir des données aux politiques communautaires. Voilà. Bon. Donc, nous avons, à partir de là, si vous voulez, je vais vous parler, comme on parle en général en architecture, je suis le maître d'ouvrage. D'accord? Donc je détermine comment doit être la maison, le nombre de chambres, etc., etc. En fonction de ça, en fonction des projets, sur 7 ans, on m'alloue des crédits. Et à ce moment-là, il faut que j'aille voir un maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre, c'est l'Agence spatiale européenne. Avec des fois, évidemment, des problèmes technologiques qui se posent. La Commission, politiquement, avait décidé que pour supporter la COP21, il fallait que, d'ici 2025, on puisse lancer des satellites de manière à ce que l'on sache précisément la charge carbone des différents pays européens, et soyons très clairs politiquement aussi, de l'ensemble de la planète, parce que les satellites orbitant en 90 minutes ne vont pas simplement voir le carbone relâché par le pays européen. Bon. Hélas, donc ça c'était le rôle de la Commission. On a mis en place des comités, on a réuni les industriels, on a demandé à l'ESA de nous fournir des modèles d'exploitation, et on a dit voilà, on a telle somme, est-ce qu'on peut réaliser ça pour 2025? La
La raison politique était qu'à l'heure actuelle, la plupart des pays font de l'autodéclaration, c'est-à-dire ils déclarent ce qu'ils veulent. Mais comme la Commission, dans le cadre de la politique pour les pays tiers, leur a dit, si vous baissez le rejet carbone, je vous donnerai des aides supplémentaires, la Commission voulait être sûre que quand un pays X dit qu'il a baissé sa charge carbone, c'est vraiment la réalité. Donc on voulait, si vous voulez, confronter les faits à la déclaration. Et puis le modèle que nous a présenté de prime abord, dont le nœud était de faire la différence entre les émissions naturelles de gaz carbonique et les émissions d'origine humaine, ce verrou technologique n'était pas fiable. Et donc, la décision qu'a prise la Commission, c'est que les premiers projets ont été refusés. Et donc, on a dit à l'industrie et à l'ESA travailler sur d'autres modèles. Et donc, ça a été reporté en 2028. Donc, si vous voulez, voilà l'exemple. C'est plutôt, on conçoit, on a le budget, on détermine dans quelle proportion tel ou tel objectif doit avoir le budget. Et après, sur la base des solutions techniques qu'on nous propose, on lance les appels d'offres. En ayant évidemment la propriété finale du satellite, puisque c'est nous qui les payons. Ceci étant, l'autre point important, ça va être la politique migratoire. Parce que les États membres demandent de plus en plus à Frontex et en particulier aux autorités communautaires de la Méditerranée, de vérifier la Méditerranée orientale et puis le Maghreb. Mais à l'heure actuelle, les services de sécurité Copernicus ne peuvent pas le faire tels qu'ils ont été construits. Donc là, encore le rôle de la Commission, ça va arriver avec une demande de crédit supplémentaire ou alors on change de système. C'est-à-dire que, par exemple, on a parlé des plateformes stratosphériques à l'heure actuelle, parce qu'on ne les a pas encore, on a doublé cela avec, et ça a été une décision politique de la Commission, que certaines données soient récupérées par les drones. Donc si vous voulez, c'est plutôt, nous avons plutôt un rôle de concepteur, et on distribue, on fait les choix politiques, et après, évidemment, c'est l'industrie qui suit. Oui, j'avais une question sur les modèles, parce que je me pose toujours cette question des modèles calés par intelligence artificielle, parce que on arrivera toujours à recaler un modèle numérique, même si ce modèle, il est faux. C'est-à-dire que si dans le modèle, il manque un ingrédient essentiel qu'on n'a pas introduit, parce qu'on n'a pas bien compris comment marche le système, on va toujours réussir à caler le modèle. Mais pour autant, on aura un modèle qui ne sera pas vraiment prédictif, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la compréhension de la physique qu'il y a dans le modèle. C'est-à-dire que j'ai peur que ces recalages par intelligence artificielle, même avec le big data, nous fassent passer à côté de phénomènes importants dans la mesure où il y a un élément de la compréhension qu'on n'a pas rentré dans le modèle. Et pour autant, on va dire, j'ai recalé mon modèle, lui, il va me décrire une situation que je connais déjà. Mais est-ce qu'il va être capable de me prévenir une situation que je ne connaissais pas? Ça, je ne suis pas sûr. Quand je dis qu'on avance, on est encore loin. Et puis de toute façon, je pense que c'est un but impossible à atteindre, d'avoir des modèles qui calculent tout. Par exemple, il y a eu une conférence à Bali il y a 15 jours où on a présenté les algorithmes sur, disons, la modification de l'absorption de l'énergie solaire dans cette partie du monde. Vous savez, pour les cyclones dans cette partie du monde, c'est 25 degrés sur 50 mètres. Ils ont, à l'heure actuelle, à peu près une absorption par an équivalent à la production d'un EPR.
Ce qui veut dire qu'ils sont en train de se transformer en usine à cyclone. Et depuis que, si vous voulez, on leur a dit ça, bon, depuis, on ne les a pas déclenchés, et je ne sais pas si vous voyez, mais depuis le mois de septembre, ils en sont au 6e. Ce qui est, au point de vue météorologique, du jamais vu. Je pense que, je ne sais même pas, les chiffres par mètre carré, je les ai oubliés, mais pour des raisons que l'on ne connaît pas, l'absorption d'énergie entre toutes ces îles, parce qu'il y a surtout autour du détroit de Malacca, l'absorption d'énergie par l'océan est absolument phénoménale, a été multipliée par 6. On ne sait pas pourquoi. On leur a dit, cet océan va devenir une usine enfin, c'est pas des cyclones, c'est des typhons. Donc, si vous voulez, bon, après, peut-être que le modèle que l'on a utilisé, on s'apercevra qu'on a raté quelque chose et qu'il faut quelque chose en plus. Oui, alors quand même, ça c'est très grave parce que, est-ce que c'est pas un moyen? Oui, je dis que quand même, tous ces problèmes de fiabilité peuvent générer des problèmes énormes parce que finalement, cette analyse de données, c'est quand même, ça débouche sur un outil de pouvoir, d'orientation des politiques assez énorme quand même. Si on dit, voilà, ce pays est une usine à cyclone, ça peut s'appliquer au climat, ça peut s'appliquer à la santé. Comme tout à l'heure vous avez expliqué pour le paludisme, mettons, on va pouvoir dire, bon, ben, là cette année, on va avoir une épidémie de grippe énorme, on va tous se précipiter sur les médicaments, enfin, on peut générer des paniques énormes avec ça. Oui, mais et sans savoir si vraiment on a le bon modèle. C'est oui, mais grave. vous savez, madame, mon premier métier, c'était médecin. Quand vous faites un diagnostic, si vous jetez la feuille d'analyse et vous allez mettre à la poubelle, c'est pas ça qui va vous guérir. Oui, mais... Bon, alors, soyons très clairs, à l'heure actuelle, on était dans un système où personne ne savait ce qui se passait. Personne. Absolument personne. Alors, la thérapeutique, c'est pas moi qui l'ai. Je fais du diagnostic. D'accord? Bien. Après, c'est les politiques qui décident quoi faire. Mais si vous mettez en face du détroit de Malacca le père de Flamanville, c'est ça? Oui. D'accord? Alors qu'avant, il y avait une usine à charbon de Sarlat, eh ben, à un moment donné, il faut en tirer des conséquences. Et ça, c'est pas le système, ni l'algorithme qui met la chaleur dans l'océan. C'est simplement parce que, si vous voulez, nous on dit, à l'heure actuelle, dans les zones insulaires, avec des normes, avec beaucoup d'îles, d'accord, avec des hauts fonds, dans les zones équatoriales, il n'y en a qu'une, c'est en général le pays de l'ASEAN, d'accord. D'ailleurs, tous les coraux sont en train de mourir, et l'absorption d'énergie solaire atteint des niveaux qui sont absolument inimaginables. Après, moi j'arrête là. Si les gens disent, oui, mais bon, ce que vous me dites, vous n'en êtes pas sûr, non, vous pouvez faire, si vous voulez, bon, c'est ce que nous dit M. Trump. Hein, il nous dit que chaque fois qu'il y a de la neige à Washington, c'est que le réchauffement climatique n'existe pas. Bon, d'accord. On peut faire comme ça. Et si vous voulez, le problème, c'est que bon, je vais reprendre un exemple de mon premier métier. Si vous avez une maladie, on vous donne des antibiotiques. Si vous arrêtez le traitement ou si vous refusez d'en prendre, c'est pas la faute ni au laboratoire ni au médecin. Vous comprenez? Bon. Le point. Il y a la constatation, ok, la constatation, il n'y a pas de problème, elle est là. Mais quand on va faire des prédictions qui sont basées justement sur les données qu'on a et qu'on ne sait pas, c'est ma crainte de faire des paniques là où finalement il Non, mais il n'y a pas
d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, les gouvernements ne diffusent pas l'information, il n'y a pas de panique. Mais il y a des lois intangibles, c'est comme la gravité. Si vous ouvrez la fenêtre, d'accord, vous pouvez ne pas y croire, si vous sautez, vous allez vous écraser. Bon. On sait que 25 degrés sur 50 mètres, c'est un cyclone assuré. Voilà. C'est tout. Et ça c'est la règle, c'est une règle qui est connue, qui est, si vous avez 25 degrés, l'eau de 25 degrés sur une colonne de 50 mètres, vous avez la création d'un cyclone. Voilà, c'est tout. Alors nous, on dit, voilà, avant, ça arrivait une fois tous les 8 mois. D'accord? Maintenant, ça va arriver une fois tous les 15 jours. Mais après, encore une fois, je suis le laboratoire d'analyse, le radiologue, je ne suis pas le thérapeute. Voilà. Maintenant, comme la Malaisie, alors il y a la Thaïlande qui nous a demandé vous avez après la réponse, après c'est la réponse politique. Moi je ne vais pas aller dire aux gens ce qu'ils doivent faire dans le détroit de Malacca. Vous avez les Thaïlandais qui se sont abonnés, qui ont la totalité de nos services, et les Malaisiens qui ne veulent rien faire. Tant pis. La seule chose, c'est que le jour où il y aura un cyclone qui arrivera en Malaisie au lieu d'aller en Thaïlande, ils s'apercevront qu'ils auraient peut-être dû prendre des mesures correctives. L'autre point aussi qui est important, c'est que je comprends votre souci d'être, précis dans les algorithmes. Mais dans le changement climatique, il y a aussi quelque chose qui est tout à fait sans précédent. C'est que la situation elle-même change. C'est-à-dire que l'algorithme, pour la situation d'aujourd'hui, il est peut-être 100% fiable. Mais comme le climat change, il va devenir peut-être beaucoup moins fiable. Et donc, si vous voulez... C'est ça. Mon souci, c'est ça, c'est la fiabilité de ces algorithmes. Mais en général, pas que pour le climat. Oui, mais... Pour la santé, pour des cas... Oui, mais à ce moment-là, si vous voulez, c'est un outil de décision. Si vous ne croyez pas, encore une fois, j'ai eu une discussion avec les Américains, la NASA et la NOAA sont catastrophés, mais le département d'État vous dit que c'est pas là. Comme on ne peut rien prévoir, il faut s'en foutre. Voilà. Alors ils vont avoir brûlé la Californie. Dans 5 ans, il n'y aura plus un seul bois en Californie. Et M. Trump dira que c'est parce qu'on entretient mal des forêts. La seule chose, c'est que si je vous avais montré l'humidité résiduelle de la Californie, à cause en particulier des golfs de Las Vegas et de tout le reste, dans les derniers 20 ans, je crois qu'ils ont perdu 80% de l'eau. D'accord ? Plus la Californie, c'est dans l'hémisphère nord, ils ont un contre-coup du El Niño, et donc ils ont de moins en moins de précipitations. Bon, la Californie, il y a le désert de Basse-Californie qui est un désert, comme on l'indique, qui est au Mexique. Tout le monde s'accorde à dire que ça continue comme ça. La Basse-Californie, elle va remonter au point de vue climatique et que jusqu'au-dessus de Los Angeles, ça sera comme dans la Basse-Californie, c'est-à-dire un désert complet. Et ça ne sera pas les histoires des scouts qui ne font pas leur job le samedi pour entretenir une forêt. Mais ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, Copernicus, c'est un système qui fait du monitorage. D'accord ? Bien. Et pour faire du monitorage, il faut une interprétation. D'accord ? Bon. Alors, comme vous avez passé un scanner, il faut interpréter le scanner. Alors, est-ce que le type se trompe pas? Mais bon, évidemment, si vous ne voulez pas qu'il se trompe, vous n'allez pas le voir et vous ne faites pas de scanner. Bon. Après, est-ce que vous me dites, est-ce que dans 100% des cas, on va être exactement en conformité avec la situation? Je dis non. La météorologie qui existe depuis 60 ans, tout le monde accepte que de certaines fois, vous dites, demain vous prenez le parapluie, et puis il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe. Hein? Eh bien, c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est qu'au lieu que ça se fasse sur 3 jours, ça peut se faire sur des années.
Mais encore une fois, c'est pour ça que pour certaines données du changement climatique, nous avons décidé de faire un embargo. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'est pas sûr. On peut se tromper dans l'excès ou être trop optimiste. Oui, je voulais un peu compléter la question, votre réponse à la question de monsieur sur le fonctionnement de la Commission européenne. Je travaille avec la Commission, il ne faut surtout pas croire, je dirais quelque part, que ce sont des technocrates fous qu'on lâche en pleine nature et qui font ce qu'ils veulent. Loin de là. C'est même, je dirais le contraire, on va trouver plus de technocrates fous dans nos ministères en France plutôt qu'à la Commission. Nous, aujourd'hui, au niveau aéronautique, on est en train de discuter avec la Commission sur le contenu de la recherche, sur le contenu de la recherche aéronautique pour les années 2021-2027. Bon, pour ça, en fait, la Commission va consulter un maximum de gens, c'est-à-dire elle ne va pas consulter uniquement les industriels communes, elle va consulter aussi les universités, les centres de recherche, il y a même des syndicats, des consommateurs. Vous pouvez même, si vous cherchez un peu sur les sites de la Commission européenne, participer en tant que citoyen. Il y a des questionnaires qui sont mis publiquement et ensuite qu'ils utilisent. Et à partir de toutes ces données, la Commission va proposer un contenu qui va passer au Parlement européen et au Conseil. Le Conseil, donc, c'est l'ensemble des États, des chefs d'État européens. Et c'est eux qui vont décider si oui ou non on le fait. Donc ce sont des gens qui ne sont pas du tout en pleine liberté. Ils sont là sous la surveillance du Parlement européen et du Conseil européen. D'où, je dirais, l'importance de chacun de nous, en tant que citoyen, de voter, de participation au vote européen. Enfin, je suis désolé je fais un peu le défenseur de l'Europe, mais pas moi. Je vis avec l'Europe depuis des années, donc je connais un petit peu le fonctionnement, et puis j'essaie de l'expliquer aux gens. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Justement, l'exemple que vous prenez de la météo est quand même très, très intéressant, parce que c'est un service opérationnel qui existe déjà depuis des décennies, il y a une très longue expérience. En fait, quand on regarde comment ça fonctionne à peu près, on voit qu'il y a un centre de recherche européen d'Aragny, extrêmement qualifié et qui est de renommée internationale, c'est vraiment un des meilleurs. C'est celui d'ailleurs qui est en charge, c'est le ICMWF. Oui. C'est celui qui est en charge de notre service changement climatique. D'accord. Donc effectivement, je pense que c'est sur un certain nombre de sujets que vous avez mentionnés, c'est un partenaire essentiel, en particulier en matière de recherche. Et puis après, au niveau de la collecte de données, il y a le service, il y a l'agence spatiale de météorologie, EUMETSAT, qui a certaines particularités. Ce n'est pas exactement l'ESA, ça y ressemble par certains aspects, mais ce n'est pas exactement l'ESA. Et surtout, ils ont un côté opérationnel que n'a pas du tout l'ESA. Et c'est une très grande différence. En termes de qualité de service, EUMETSAT est vraiment exemplaire. Et puis on voit quand même aussi le rôle des services de météorologie nationaux. Effectivement, EUMETSAT n'a pas indiqué effectivement s'il va y avoir une tornade quelque part. Ce sont les services nationaux qui assurent ce rôle de sécurité en particulier. Il y a des alertes rouges ou des tsunamis, je sais pas où. Ce sont les services, par exemple, outre-mer en France, qui assurent ce service-là. Ce n'est ni le EUMETSAT, ni le CNWF, même si une bonne partie des données vient de chez eux. Donc on voit bien qu'il y a un rôle quand même assez précis de chacun des acteurs de la météorologie. On n'a pas l'impression que ça soit tout à fait la même maturité dans les différents services que vous avez indiqués. On connaît un certain nombre d'agences, l'agence de l'environnement, l'agence européenne de l'environnement à Copenhague. Son rôle ne semble pas très précis. ISPRA aussi a un long passé dans la matière d'observation satellitaire. Son rôle aussi ne semble pas très clair. Est-ce que vous pourriez peut-être mieux définir quel est le rôle de ces services? Alors l'agence de l'environnement est en charge du service du territoire. C'est-à-dire que l'agence de l'environnement s'occupe de toutes les politiques d'environnement. Voilà.
Et pour Copernicus, ils font tourner le service sur les territoires. Le ICNWF, c'est-à-dire ce qui est à Reading et maintenant qui ouvre une succursale à Bologne, fait tourner le service atmosphère et changement climatique. Pour le service sécurité, c'est l'agence Frontex. Et ISPRA fait, qui est le centre de recherche de l'Union européenne, fait le service des situations d'urgence. J'aurais dû aussi vous mentionner que sur les 6 sentinelles, il y en a 2 qui sont communs avec Cometsat. C'est le Sentinelle 3 et le Sentinelle 6. Donc c'est à la fois des sentinelles qui vont avoir des charges utiles météo et des charges utiles climatique. S'il n'y a plus de questions. Hubert, il faut terminer là. Oui. Il est 21h. Oui. Merci pour cette très belle conférence.